Des blocages freinent l'avancée de l'opération 100 000 charrues au Faso. Contre un des freins, le ministère en charge de la promotion de la femme appelle à impliquer davantage les femmes. Et puis, la fin de l'année est propice au des questions de coopération font le point. Comment s'est portée la coopération pour le développement durant l'année qui tire à sa fin? Le point dans ce journal. Et puis, gestion des zones humides en Afrique, mode d'emploi. L'exemple du Faso en la matière fait école. Le ministère de l'Environnement implique davantage les communautés locales. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Mécaniser la production agricole pour plus de rentabilité. Pour accompagner le projet, le gouvernement a mis en route l'opération dite 100 000 charrues en 2010. 3 ans après, de nombreuses difficultés ont jalonné le chemin de l'initiative. Au nombre de celles-là, l'on compte l'accès difficile des femmes aux charrues, une lacune que vise à combler le ministère en charge de la promotion de la femme, Ernest Kambiri. Après la polémique née des incompréhensions des acteurs sur le programme 100 000 charrues, place à la sensibilisation et à la formation des bénéficiaires pour un accès plus équitable. Et pour lancer cette série d'informations et de sensibilisation, le ministre de la Promotion de la Femme et du Genre est face aux productrices de la région du Centre. Et voici l'essentiel du message sur la stratégie d'octroi et d'accès des femmes aux charrues. Jusque-là, l'opération mettait l'accent sur des attributions individuelles. Or, on s'est rendu compte que beaucoup de femmes n'ont pas l'argent pour payer la contribution personnelle qui est demandée. Donc, nous avons privilégié l'attribution à des groupements féminins. Comme ça, elles vont pouvoir s'entraider pour travailler sur leur champ personnel très tôt le matin, comme elles ont l'habitude de faire. Quand elles ont la charrue, elles peuvent aller cultiver sur leur champ personnel. Et parfois, certains groupements ont de grandes superficies. Elles peuvent aussi mieux exploiter ces superficies-là et gagner plus de production. Et nous avons également comme nouveauté dans notre proposition de stratégie de mettre l'accent sur le suivi, parce que nous voulons nous assurer que les femmes qui reçoivent les charrues, elles arrivent effectivement à les utiliser, que ces charrues-là ne sont pas confisquées, soit par certaines de leurs camarades au sein des groupements, parce que parfois il arrive que certaines responsables s'approprient les équipements, ou bien par certains conjoints qui vont récupérer ça et ne pas permettre aux femmes, en tout cas, de bénéficier de l'allègement des tâches qui est en tout cas recherché à travers ces technologies-là. 2 ans après le lancement du programme, la règle de 50% de bénéficiaires femmes est aujourd'hui loin d'être atteinte, d'où la nécessité de mener de telles actions pour intéresser les femmes rurales et redresser la barre. En rappel, plus de 23 milliards de francs CFA sont mobilisés pour cette opération qui devrait permettre de doter les acteurs du monde rural burkinabé de matériel agricole constitué de charrues, charrettes, sarcleurs, bineurs et d'animaux de trait. Agriculture toujours, de l'engrais en quantité pour booster la production agricole au Faso. Le département en charge de l'agriculture vient de recevoir près de 1500 tonnes de fertilisants agricoles. Le geste est du gouvernement japonais à travers l'ambassade au Burkina et ce don entre dans le cadre du projet de sécurité alimentaire pour les producteurs agricoles défavorisés. Le point est signé cette fois de Jacques Lamissa Tarpaga. Plus de 5000 tonnes d'engrais pour l'agriculture burkinabé et c'est le Japon qui apporte son aide au Burkina Faso dans le cadre du projet de sécurité alimentaire pour les agriculteurs défavorisés. Cet engrais sera transmis aux producteurs. Ce n'est pas gratuitement, mais c'est fortement subventionné, à plus de 50%, ce qui permet d'approvisionner un fonds de contrepartie qui va servir à financer des projets et programmes de développement. Cet engrais est destiné aux cultures comme le sorgho, le maïs, le riz, le sésame, l'arachide et le niébé. Pour le gouvernement nippon, ces cultures permettront de lutter efficacement contre l'extrême pauvreté. Sans développement agricole, sans stabilité socio-économique de Burkina Faso, c'est dans cette optique que le gouvernement japonais voudrait accompagner les efforts de l'autorité burkinabé
pour l'augmentation de la production agricole. Ce don intervient 2 semaines après la remise à Dori d'une importante quantité de riz de l'aide alimentaire du Japon au Burkina. En tout, le gouvernement japonais octroie plus de 2,5 milliards de francs CFA pour le financement du projet de sécurité alimentaire pour les agriculteurs défavorisés. C'est connu, la fin de l'année est propice au bilan et les experts des questions de coopération font le point. Comment s'est portée la coopération pour le développement durant l'année qui tire à sa fin? Le sujet a réuni le Burkina et ses partenaires techniques et financiers. Les précisions de Karim Namouano. 1114 millions de dollars américains, soit 560 milliards de francs CFA, voilà le montant de l'aide publique au développement dont a bénéficié le Burkina Faso en 2012. Les différents secteurs d'investissement sont l'aide programme et l'aide sous forme de produits, l'agriculture, l'éducation, la santé, la distribution d'eau potable et l'assainissement. En dépit de la croissance économique de 9% enregistrée en 2012 au Burkina Faso, l'aide publique au développement vaut toujours son pesant d'or. Pour faire la croissance, il faut des investissements. Donc, ces aides et ces prêts viennent justement dans le cadre des investissements. Et ce sont ces investissements, l'ensemble de ces investissements qui permettent d'avoir la croissance. Donc, si vous prenez dans nos pays aujourd'hui, ce sont des pays qui ont assez d'énormes besoins en termes d'investissement structurant. Parce que lorsque vous n'avez pas un certain nombre de niveaux de développement, d'investissement, vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre à vous développer. Les principaux pourvoyeurs de cette manne financière sont l'Association internationale de développement IDA, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, les États-Unis d'Amérique et les Pays-Bas. Des partenaires qui sont d'ailleurs invités à utiliser les indicateurs de la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable et les politiques sectorielles comme critères de décaissement des appuis budgétaires. Nous souhaiterions encore qu'on aille encore plus loin dans l'analyse pour nous permettre d'être encore plus efficaces. Parce que, comme on l'a dit, avec la crise financière, les ressources de l'aide publique au développement se font de plus en plus rares et on doit pouvoir justifier encore plus de l'efficacité et des performances dans la gestion et l'utilisation de cette aide. L'aide publique au développement, indispensable au Burkina Faso, est un moyen d'amélioration de l'accès des services sociaux de base. Si l'État en est le souscripteur, les populations en sont les bénéficiaires. Gestion des zones humides en Afrique, mode d'emploi. L'exemple du Faso en la matière fait école. Le ministère de l'Environnement implique davantage les communautés locales à travers la certification de la gouvernance locale. Il s'agit de renforcer les capacités des acteurs à mieux assumer ce volet dans la lutte contre les changements climatiques. Les précisions sont de Ousmane Drabo et Sié Sylvestre Da. Nous avons donc cette régénération naturelle assistée qui est au fond là-bas. Ce centre écologique, ici à Yagman, dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou, a une superficie de 50 000 m². 42 espèces végétales y sont disponibles sur un total de 104 répertoriés. Ce centre a vu le jour grâce au soutien financier japonais de près de 21 millions de francs CFA à l'association Tomitozi. La finalité de ce partenariat, c'est promouvoir la gestion durable des ressources forestières et de créer un cadre de recherche pour les tradipraticiens. Avec ces 42 espèces totalement locales, nous pouvons soigner au moins 200 maladies. Depuis la diarrhée, la toux, la dysenterie, l'asthme, la morsure de serpent, etc. Ils ont leurs médicaments en pharmacopée ici. Le projet de l'association Tomitozi est de planter les arbres, mais en même temps, il va de s'assurer que les arbres vont survivre. Ça, c'est très important. Donc, le Japon a pensé que cette initiative mérite d'être soutenue. Par cette initiative de l'association Tomitozi, les populations devraient s'impliquer dans la lutte contre la désertification. D'où l'importance pour elles de planter responsables. Et nous souhaitons que d'autres associations, d'autres membres de la société civile enjambent et suivent le pas. Parce que, comme je l'ai toujours dit, la question de la préservation de l'environnement, de la conservation et de la valorisation des ressources naturelles, ça incombe à tout le monde. Nous devons tous être acteurs parce que l'environnement,
c'est notre patrimoine commun. La réalisation de ce centre traduit la vitalité des liens d'amitié entre les deux gouvernements burkinabé et nippon. Vous l'aurez remarqué, nous avons plutôt regardé une autre page de coopération entre le Burkina et le Japon. Un programme de coopération de coopération financière lie les deux pays. Comme vous l'avez vu, il s'agit de dons aux micro-projets locaux pour la sécurité. C'est un reportage de Jonas Wemba et de Karim Namwano. À présent, le sujet que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion des zones humides en Afrique, mode d'emploi. L'exemple donc du Burkina qui fait école, l'implication de la gouvernance locale à mieux prendre en compte cette question de gestion des ressources naturelles pour lutter contre les changements climatiques. Cette fois, c'est un reportage de Ousmane Rabo et Sylvestre Da. Il est désormais inscrit à l'Université de Ouagadougou un certificat de gouvernance locale des zones humides africaines. Issu de plusieurs études et recherches, ce programme de formation a été mis au point par le Conseil national pour l'environnement et le développement durable au Burkina Faso. Ceci entre dans le cadre de la consolidation de la gouvernance environnementale locale COGEL. Il nous faut donc former à l'Université de Ouagadougou des cadres et des gestionnaires qui auront la base au niveau local pour apprendre aux populations comment mettre en valeur ces zones humides, comment, à travers ces zones humides, donc, pouvoir subvenir à leurs besoins et préserver les besoins des générations futures. L'enseignement fait l'objet d'une série de formations continues axées sur les processus et les règles pratiques de la gouvernance locale des zones humides africaines, la gestion des projets environnementaux, les changements climatiques et l'économie de l'environnement appliquée en la matière. La durée de formation est d'1 an au minimum. Ce certificat-là, en collaboration avec des universités d'Afrique et d'Europe, nous nous sommes dit que ça serait une bonne chose quand même qu'en Afrique, on puisse avoir ce master-là quelque part. Et le Burkina, en tout cas, s'est porté volontaire de pouvoir abriter ça à l'université, de sorte que des étudiants venant d'Afrique puissent venir se former au même titre que des conservateurs, que des professionnels, pour pouvoir contribuer à améliorer vraiment les différents sites Ramsar que nous avons et surtout à promouvoir vraiment ce qu'on peut en tirer comme bénéfice socio-économique. Le diplôme existe déjà dans les universités d'Alexandrie en Égypte et de Lyon en France. Au Burkina Faso, son début effectif est fixé pour 2014. Et puis on prend en marche la machine de lutte contre la flambée des prix des produits de première nécessité au Faso. Les limiers du ministère en charge du commerce se sont attaqués cette fois au secteur de la production de l'huile. Le contrôle se passe du côté de la ville des Hauts-Bassins. Le reportage de Moumouni Barou. Après plusieurs campagnes de sensibilisation, le moment est venu pour le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat d'effectuer des missions de contrôle pour s'assurer de l'application des textes réglementaires en matière économique. Pour cette sortie, ce sont les huileries qui sont visées par ce contrôle. Ici, il s'agit pour ces propriétaires d'unités industrielles de présenter les documents exigés par la loi, comme l'autorisation d'implantation, l'autorisation de production et de commercialisation, et également être à mesure de présenter les factures d'achat de matières premières. Au cours de notre tournée de contrôle, on a constaté qu'il y a effectivement certaines unités de presse qui ne respectent pas les conditions exigées par la loi en matière de production d'huile. Nous avons procédé à l'arrêt de production pour ce qui concerne celles qui ne respectent pas les conditions. Par contre, on a également constaté qu'il y en a encore qui ont fait l'effort, qui font l'effort de détenir un certain nombre de documents. Comme vous nous avez suivis dans notre démarche, on leur a demandé de nous apporter les documents nécessaires au service pour qu'on puisse attester effectivement qu'ils détiennent les documents exigés. Les unités industrielles qui ne répondent pas à la réglementation en vigueur verront purement et simplement la loi s'appliquer à eux. Tous ceux qui sont dans cette situation, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a des sanctions pécuniaires qui vont de 50 000 à 5 millions. Il y a des privations de liberté pour les promoteurs. Il y a des fermetures de ces unités, etc., etc. Pour ne pas en arriver là, toutes les conditions sont prévues par la loi afin d'exercer la profession d'huilier en toute tranquillité. Il y a un certain nombre de textes à respecter. La première des choses que nous appelons le BABA, n'est-ce pas, le droit industriel, c'est demander au ministre en charge de l'industrie l'autorisation d'ouvrir son unité.
Ensuite, quand il a cette autorisation d'implantation, il installe son unité et il demande un constat pour venir vérifier les équipements installés afin d'avoir l'autorisation pour produire. Qu'il accepte aussi après l'autorisation d'implantation, la deuxième étape pour produire, qu'il demande le constat de son unité pour qu'il ait l'autorisation. Et enfin, quand il finit et qu'il produit, puisque l'huile brute est interdite de commercialisation au Burkina Faso, donc pour raffiner son huile et la mettre sur le marché, il doit avoir une autorisation de commercialisation. D'autres actions de ce genre sont prévues dans les tout prochains jours afin de dissuader les propriétaires des presseries ou d'autres commerçants qui ne respectent pas les normes fixées par le gouvernement. Le cœur à la fête, le consommateur passe parfois à la trappe des vendeurs véreux. Pour eux, la tentation de modifier les prix à la hausse est trop forte pour y résister. Les sorties inopinées des contrôleurs de la Direction générale du contrôle économique ont permis de découvrir le poteau rose, produit frélaté, prix non conforme. Plus d'une infraction a été constatée. Le témoignage de Isaïe Parkouda. Des produits de mauvaise qualité et des articles périmés sont toujours exposés dans de nombreuses boutiques, ici à Ouagadougou comme partout ailleurs au Burkina Faso. Et cette visite des agents de la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes vise à mettre au usage ces produits devenus dangereux pour la consommation. Il s'agit également de veiller à ce que les commerçants véreux n'augmentent pas exagérément le prix des produits de grande consommation à ces périodes des fêtes de fin d'année. C'est un moment privilégié, un moment de réjouissance populaire, un moment donc de forte demande de produits sur le marché. Dans le même temps, c'est une occasion également pour certains opérateurs économiques de procéder à des pratiques qui vont donc à l'encontre de la réglementation et donc notamment en ce qui concerne la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Il y a également des pratiques frauduleuses liées également au pesage des produits soumis sur le marché. Nous sommes ici à Bilbalgou, dans une boutique appartenant à Kirokwaya Mustafa. Première remarque des agents, les prix des produits ne sont pas affichés. Sur ce bidon d'huile, par exemple, ne figure pas la date de péremption et ses poches de yaourt souffrent d'une éligibilité de date d'expiration. De ce qui ressort donc des contrôles que nous venons donc d'effectuer dans les 4 boutiques, il se dégage donc des défauts de publicité donc de prix par endroit et de même que des produits périmés. Vous avez vu, on a pu saisir donc des biscuits et des huiles dont les dates ne sont plus lisibles. Le prix d'un même produit diffère d'une boutique à l'autre. Et pour les consommateurs, cette opération peut permettre de corriger ces disparités. Cela nous permet de savoir exactement comment les boutiquiers fixent les prix. Parce que par moment, tu arrives dans une boutique, le produit fait 100 francs, tu arrives dans une autre boutique, ça fait 125 et ainsi de suite. Donc du coup, avec ce contrôle, je me dis que l'État va arriver à mettre un prix fixe dans toutes les boutiques, on aura le même prix et ça ne va pas varier, quoi. Dans la ville de Ouagadougou, 10 équipes sont mobilisées pour cette dernière opération de l'année 2013. Une opération d'envergure nationale dans les points de vente des produits alimentaires. Le corps des douanes, lui, s'attaque une fois de plus à ce fléau bien connu sur les frontières, le passage frauduleux des marchandises. Le cas spécifique du sel interpelle particulièrement. Sans iode, le produit prend vite des allures de poison. Sur le fait, c'est la vigilance des contrôleurs qui est interpellée. Et pour le moment, les services de douane sont à réflexion. Les précisions de Kassoum Sori et Amadou Marcelto. Le constat est accablant. Environ 47,5% des enfants burkinabés d'âge scolaire présentent des troubles dus à la carence en iode. Le même constat révèle que chaque année, plus de 175 nouveaux-nés souffrent de troubles mentaux dus à la même carence. La tenue de cet atelier vise entre autres à trouver une solution à ce problème de santé publique. Les populations ne peuvent pas identifier le sel parce que le sel à vue d'œil on ne sait pas si c'est iodé ou pas. Parce que l'iode ne modifie ni la couleur, ni en tout cas la texture, et ni l'odeur du sel. Mais la simple question qu'on poserait aux vendeurs de sel, est-ce que ton sel est iodé, contribuerait vraiment à améliorer l'importation du sel. Le principe est donc d'impliquer les agents de douane dans les procédures de contrôle du sel à l'importation. Durant les 2 jours, ils auront également à échanger sur les problèmes qu'ils rencontrent dans ce travail de contrôle afin de proposer des solutions.
Donc il est important pour un agent de douane de savoir que le sel qui est importé, le sel qu'il a en face de lui, réellement contient de l'iode et que ce n'est pas du sel qui peut en tout cas nuire à la santé. De ce fait, cet agent va donc appliquer une réglementation qui est la réglementation donc, du ministère de la Santé. Le Burkina Faso est un pays non producteur du sel. Tout le sel consommé est importé, dont plus de 75% du Ghana. Renforcer les capacités des acteurs pour mieux viser les objectifs, c'est l'option faite dans le domaine de la gestion de l'eau et de l'assainissement, la Nationale de l'eau, en partenariat avec l'organisation néerlandaise pour le développement SNV, lance donc une série de formations à cet effet. Les précisions de Jacques Lamissa Tarpaga. L'ambition affichée par le Burkina Faso est d'atteindre 54% de taux d'accès à l'assainissement familial en 2015. L'organisation néerlandaise de développement SNV joue pleinement sa partition. Des formations en sensibilisation et en suivi-évaluation sont adressées aux enseignants, aux associations et aux conseils municipaux. On avait nos méthodes que nous utilisions pour rendre nos écoles propres. Mais avec cette formation, nous avons appris d'autres méthodes qui vont nous permettre d'améliorer le train-train quotidien dans nos écoles en matière d'assainissement et d'hygiène. L'hygiène et l'assainissement est une préoccupation majeure du conseil municipal. Donc, pour exprimer cette volonté, le conseil municipal a mis en place le comité communal d'hygiène et d'assainissement. Donc, annuellement, une somme de 200 000 est allouée à ce comité pour mener des actions. Les modules de formation ont concerné les secteurs de l'éducation, de l'eau potable et de l'assainissement. Une méthodologie basée sur la théorie et la pratique a été appliquée. L'objectif de la formation vise à renforcer les capacités des membres du comité communal de suivi du plan stratégique d'assainissement. Et à cet effet, il s'agit de doter les membres du comité de capacités en analyse, en suivi et évaluation pour la mise en œuvre du plan stratégique et également pour s'aviser de l'atteinte des objectifs assignés. L'intervention de la SNV a pour but d'appuyer les communes dans la mise en œuvre de leur plan stratégique d'assainissement des eaux usées et excréta. Il s'agit aussi d'éveiller les consciences des élèves, la promotion des ouvrages d'assainissement et surtout des bonnes pratiques d'hygiène. De la revendication à l'exécution d'un budget, il y a un grand fossé que le monde syndical vise à combler. 2 jours durant, une série de formations relatives à concerner les responsables syndicaux. La formation est l'initiative du ministère en charge de la fonction publique, Jonas Wemba et Bouma Ernest Nebié pour les précisions. Renforcer les capacités opérationnelles des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs en matière d'exécution du budget de l'État, c'est l'objectif de ce présent atelier. Cette formation intervient à la suite de l'engagement pris par le gouvernement burkinabé à l'égard des structures syndicales au soir des négociations gouvernement-syndicat de 2012. Elle s'est tenue en 2 jours et s'inscrit dans le cadre de l'amélioration et de la rationalisation des dépenses publiques de l'État. Avec chaque année, l'État met à la disposition des organisations syndicales des employeurs et des travailleurs des subventions afin de les aider dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Il s'agit de ressources publiques qui doivent être exécutées conformément aux principes de gestion du budget de l'État. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés à organiser cette formation pour permettre de donner des rudiments nécessaires à ceux qui sont commis à la gestion des ressources mises à leur disposition par l'État. Le présent atelier marque le point de départ d'une série de formations. Ces mises à niveau des organisations syndicales se justifient par la nécessité de se conformer aux principes de gestion du budget de l'État. La formation sur la gestion de la subvention de l'État a une importance pour les centrales syndicales en tant qu'ordonnateurs, les secrétaires généraux et leurs collaborateurs, les comptables ou les trésoriers. Et je pense que cette formation permettra de résoudre un certain nombre de conflits, souvent vis-à-vis même de nos militants qui ne comprennent pas et qui exigent beaucoup plus de transparence dans la gestion des fonds que nous avons de l'État. Au mois de janvier 2014 se tiendront 2 autres ateliers au profit des mêmes structures syndicales.
l'un sur les libertés syndicales et l'autre sur le dialogue social. Les syndicats l'ont exigé et le gouvernement s'exécute enfin. La bourse du travail va faire peau neuve. Ce lieu est l'endroit indiqué pour les rencontres aux notes de revendication. La rénovation prend aussi en compte l'accroissement des capacités d'accueil du bâtiment. Les précisions avec Bouma Ernest Nebier. Bientôt, un cadre plus adéquat pour les rencontres et l'organisation des activités des centrales syndicales des travailleurs de Ouagadougou. Le gouvernement a entrepris de réfectionner et d'étendre la bourse du travail de la capitale. Sise en face de la brigade nationale des sapeurs-pompiers dans le 2e arrondissement de la ville de Ouagadougou, ce cadre de rencontre des travailleurs était matérialisé par 2 bâtiments vétustes. Il s'agit d'un engagement que le gouvernement a pris en 2010 à l'issue de la rencontre traditionnelle au gouvernement syndical. Et nous nous réjouissons enfin que cet engagement puisse commencer à voir le jour. En venant ici, avec les autres membres du gouvernement, nous avons tenu à exprimer l'engagement du gouvernement à rester aux côtés des organisations syndicales pour créer un cadre approprié de rencontre, un cadre propice à l'extension de l'activité syndicale dans notre pays. C'est une doléance principale que nous avons exposée et qui voit aujourd'hui une concrétisation et que nous saluons. Nous nous réjouissons justement du début du démarrage des travaux. Nous avons travaillé ensemble et nous avons contribué justement à lui donner des indications pour lui dire effectivement ce que nous souhaitons pour cette bourse de travail. La nouvelle bourse de travail, à sa finition, sera un immeuble de 3 étages qui pourra abriter également des services connexes de restauration et d'hébergement. Financés à plus d'1 milliard de francs CFA par l'État, les travaux de réhabilitation de la bourse du travail de Ouagadougou vont durer 10 mois. Parlant de dialogue, le ministère de la Communication entretient le fil avec le personnel de la RTB au bassin. Face aux premiers responsables du département, les agents ont pu exposer les difficultés qui sont les leurs dans l'exécution des tâches d'information. Une initiative du ministre qui vise plus de rapprochement avec la base. Les précisions avec Moumouni Barou. Le ministre de la Communication, Alain-Edouard Traoré, dans les locaux de la RTB de Haut-Bassin. Il s'agit de parler du cadre de travail des agents et également discuter des difficultés rencontrées dans l'accomplissement des tâches. Car selon le ministre, pour la bonne marche du service, il faut de temps à autre initier ce genre de rencontres afin de renforcer le climat de confiance entre les responsables et les subordonnés. À cette rencontre, toutes les questions ont été débattues avec franchise, même si la passion a souvent pris le dessus. Nous avons échanger par exemple sur la diffusion des éléments produits au niveau des hauts bassins. Ces éléments, vos partenaires au niveau de Bobo Dioulasso, par exemple, sont dessus parfois parce que les éléments qui sont couverts ne passent pas à temps au niveau de la chaîne nationale. Et nous avons échangé pour voir quelles sont les perspectives de solutions. Nous avons discuté de la question et du statut particulier des agents et de la communication. J'ai donné les explications. Vous savez que le gouvernement est en train de relire la loi 013 et que c'est une loi qui fonde en réalité ces statuts. Nous avons discuté des questions je dirais, des questions parfois quotidiennes telles que l'entretien des véhicules. Les agents de la RTB de Haut-Bassin ont eu droit à un hommage de la part du ministre pour le travail abattu tout au long de l'année 2013. Et je voudrais très sincèrement remercier et féliciter l'équipe de la RTB au niveau de Bobo Dioulasso, dans la région de Haut-Bassin. Malgré beaucoup de difficultés au niveau logistique, au niveau équipement, au niveau des conditions de travail. À leur tour, les agents ont félicité les ministres pour les avoir réunis autour de lui pour discuter et connaître les points de vue de tout un chacun. Pour ce qui est des échanges, je pense que ça s'est bien passé et on a pu soumettre nos doléances au ministre de la Communication qui en retour a apporté quelques réponses à nos préoccupations et nous a promis aussi de nous accompagner
et comme il se doit pour que nous puissions ensemble accomplir la mission qui nous est assignée au niveau de la RTB de Haut-Bassin. Ce qui est important à souligner le ministre, c'est dans la concertation que la plupart des difficultés peuvent trouver solution, et ce, dans un esprit de respect mutuel. On reste avec le monde des médias. La contribution du 4e pouvoir est sollicitée pour la promotion de la paix au Faso. L'initiative est du projet Paix à travers le développement. Vient de signer un partenariat avec des médias de la région des Hauts-Bassins. À travers un don de matériel, il s'agit de renforcer les capacités des organes à mieux assumer leur rôle. Vincent Kienrebego. Par ces signatures de protocole, le projet Paix à travers le développement, PDF2, met à la disposition de 3 radios de la région du Sahel des lots de matériel de reportage et de production radiophonique. Ces équipements composés de matériel informatique et de production audio, estimés à 7 millions de francs CFA, visent à renforcer les capacités techniques et opérationnelles de Radio Walde et Jeff de Gorom Gorom, de Radio Lutte contre la désertification de Guibo et la RTB de Sahel. Ces radios partenaires devraient ensuite contribuer à réaliser les objectifs du PDF2, à savoir la paix et le développement dans le Sahel. Les radios, de par leur portée, parce qu'ils peuvent toucher des centaines de milliers, des millions de personnes, peuvent contribuer à la paix par des messages de tolérance, de paix, de l'acceptation de l'un par l'autre, indépendamment de nos croyances, de nos appartenances ethniques, religieuses ou régionales. C'est là le sens de cette cérémonie, qui vise à aider les radios partenaires à améliorer la qualité des émissions radiophoniques. Le PDF2 est financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Il couvre plusieurs zones au Burkina, dont la région du Sahel, où le projet vise à promouvoir la paix à travers le développement. Son objectif est d'accroître la résilience de la population face à l'extrémisme par l'autonomisation économique des jeunes, la promotion des voies modérées, le renforcement des capacités de la société civile et la gouvernance locale, des missions auxquelles devront participer ces médias partenaires. À César, ce qui est à César, le don que vous venez de voir est plutôt pour Dori dans le Sahel. 25 ans a soutenu le développement économique du Burkina. La Banque commerciale du Burkina s'offre un moment de réjouissance, des festivités teintées de social. L'Institut bancaire donne du matériel médical à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Sur la cérémonie officielle de remise, le reportage de Seydou Zon et de Evelyne Dabiri. Des consommables médicaux, du matériel de bureau et d'équipement d'un montant de 4 millions de francs CFA, c'est le soutien que la Banque commerciale du Burkina BCB apporte à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou. Un élan de solidarité que la BCB manifeste à l'endroit de l'hôpital à l'occasion de son jubilé d'argent. En tant qu'entreprise citoyenne, toujours de la Banque commerciale de Burkina a l'habitude d'offrir de dons aux établissements étatiques burkinabés. C'est un choix basé sur une mission noble comme les hôpitaux, surtout pour l'enfance. Selon le directeur général de l'hôpital pédiatrique, ce geste va servir à la prise en charge des enfants nés avec ou ayant des handicaps et admis au service de kinésithérapie. Il va aussi aider à apporter les premiers soins aux autres patients. On est dans un domaine où l'État ne peut pas tout faire. Et en cela, des contributions comme ce que la Banque commerciale vient de nous offrir ce matin est vraiment à saluer à sa juste valeur. La BCB, toujours dans cet esprit de solidarité, a organisé un test de dépistage gratuit du diabète et du VIH au profit de ses clients. Elle prévoit plusieurs autres actions du même genre dans les jours à venir. Le mérite reconnu à l'issue du parcours du combattant, 70 nouveaux gardes de sécurité pénitentiaire viennent de voir leur engagement à servir gratifié. Ce contingent vient renforcer les effectifs actuels du corps. Les précisions de Abdoul Rasmane Zongo. Ce n'est pas une parade du 11 décembre, détrompez-vous, mais une cérémonie dans une cérémonie. 99 stagiaires de la garde de sécurité pénitentiaire en fin de formation sortent, se présentent et défilent. Ils avancent dans un mouvement d'ensemble cadencé par des pas et gestes harmonieusement proportionnés sous le regard d'autorités de tutelle, du public et surtout de leurs dévanciers qui, eux, au nombre de 73 et quelques minutes auparavant,
sont distingués pour services rendus à la nation. Les uns reçoivent une médaille d'honneur et les autres arborent celle commémorative. C'est une grande joie pour moi de savoir que les autorités de ce pays ont exprimé leur reconnaissance pour le travail que nous avons abattu dans le cadre de nos missions. Et en même temps, ça constitue pour nous une invite à travailler davantage. J'ai un sentiment de joie qui m'anime ce matin. Je profite de dire merci à nos autorités qui ont reconnu le mérite. Et ça nous incite à aller de l'avant et à mieux faire. Le premier responsable de la justice apprécie. Nous avons recommandé vivement que les connaissances acquises, n'est-ce pas, lors de la formation puissent être mises à profit pour que nous constations très rapidement une amélioration réelle de l'activité sur le terrain. Nous avons également, lors de cette cérémonie, procédé à la décoration d'éléments qui sont méritants, qui ont en réalité servi pour la plupart au niveau des missions onusiennes. La centaine de nouveaux agents élargissent ainsi le cercle de la grande famille judiciaire et apporteront davantage leur pierre à l'amélioration des conditions de sécurité pénitentiaire, mais aussi à l'humanisation du milieu carcéral. Mérite reconnu aussi dans les rangs des agents du ministère en charge du commerce. Une centaine de personnes viennent d'être distinguées pour services bien rendus dans l'ordre du mérite de l'industrie, du commerce et du développement rural. Une cérémonie placée sous le signe du redoublement des efforts pour un développement durable au Faso. Les précisions avec Jacques Lamissa Tarpaga. Ces hommes et ces femmes ont brillé de par leur talent au cours de cette année 2013. Cela leur vaut la reconnaissance nationale à travers cette cérémonie de décoration. Ils sont 94 personnes issues du monde des affaires, de l'artisanat et de l'administration, distinguées dans l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie, ainsi que dans l'ordre du mérite du développement rural. C'est une invite à mieux faire et nous allons déjà nous inscrire dans cette dynamique et je profite pour dire merci à toutes les autorités qui ont bien voulu nous décorer ce soir, à toute la hiérarchie et surtout dire merci à nos collaborateurs qui nous ont permis aujourd'hui d'être là. Je pense bien que ces mérites me permettront de faire davantage dans le futur. Je remercie tous les membres du gouvernement et tous ceux qui m'ont été reconnaissants pour cette médaille. La distinction que je viens de recevoir aujourd'hui, c'est un signe pour reconnaître un peu tout ce qu'on a fait depuis que nous sommes à la tête de la Chambre des métiers en faveur du secteur de l'artisanat et surtout pour nous demander aussi d'accroître nos efforts pour faire en sorte que cette jeune chambre puisse être une chambre au service du secteur de l'artisanat au Burkina Faso. La décoration des acteurs économiques et des agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat rentre dans le cadre du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Les récipiendaires du jour sont appelés à redoubler d'efforts, chacun dans son secteur d'activité. C'est d'abord de reconnaître le mérite de tous ceux qui s'investissent dans le travail pour qu'aujourd'hui, au niveau du secteur économique, nous puissions reconnaître le mérite, en tout cas des opérateurs économiques, et leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour la création de richesses au Burkina Faso, mais aussi souhaiter que tous ceux qui sont dans le secteur, que ce soit dans l'administration, que ce soit les opérateurs économiques, ils puissent continuer leurs efforts pour que l'objectif de l'émergence du Burkina soit une réalité. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le ministre Patiende Arthur Kafando de dresser le bilan de 2013. Il y a eu entre autres la 21e Assemblée générale des sociétés d'État, les journées économiques du Burkina Faso à Séoul en Corée du Sud, le renforcement du contrôle des prix des produits de grande consommation ainsi que le salon de l'artisanat à Dori. Noël est passé, mais le souvenir des moments de communion est resté. Comme d'habitude, le parc d'attractions Faso Park a reçu des enfants pour l'occasion. Le temps de la cérémonie, l'initiatrice Henriette Damiba a pris la place du Père Noël. Une initiative pour laquelle les tout-petits ont montré de la gratitude. Le reportage de Zalissa Sanfo. Faso Park, parc d'attractions, un soir de Noël pour les enfants. Ils étaient des centaines à prendre d'assaut ce lieu pour fêter Noël. Et si beaucoup de gens s'accordent à dire que Noël c'est la fête des enfants,
Les enfants, eux, ne veulent pas se faire compter l'événement. Ils ont donné à voir du spectacle. Nos attentes, c'est l'éveil et l'épanouissement des enfants. Et c'est ce que nous recherchons à travers cela et nous essayons de réunir les enfants pour qu'ils profitent aux joies de Noël. La fête de la Nativité, c'est aussi les cadeaux et comme il fallait s'y attendre, le Père Noël a déballé son sac au grand bonheur des tout-petits. Je pense que c'est bien, ça amène les enfants à bien s'amuser comme ça. C'est bien. Je me suis bien amusée. J'ai fait un concours de chant et j'ai gagné. On m'a donné un vélo et un paquet de Yuki. Noël 2013 à Faso Park s'arrête là et les enfants devront patienter jusqu'au 25 décembre 2014 pour vivre d'autres aventures gaies. Vive Noël 2014. Alors voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.